Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue donc notre étude de l'hypnose américaine. On est dans les années 60, on a pu voir qu'il y avait déjà des grosses oppositions dans la structuration de l'hypnose, comme il y a eu à peu près, je pense, dans tous les pays et notamment en France, avec l'intervention d'Erickson qui a mis en avant le fait qu'il y ait une différence entre l'hypnose médicale et la lay hypnosis, et dans un second temps, les grosses associations comme la NGH ou l'AEH qui se sont également embrouillées pendant pas mal d'années, qui ont ralenti le déploiement de la discipline d'un point de vue laïque et peut-être même à d'autres niveaux. Il y a un hypno qui s'appelait Bacchus qui a suscité un gros intérêt au niveau de l'hypnose, notamment avec le sport professionnel. Il a aidé des joueurs de la NFL, des joueurs de la Ligue de baseball, en l'occurrence les Steelers de Pittsburgh et les Pirates de Pittsburgh. Il a été certainement quelqu'un qui a impacté pas mal l'hypnose d'un point de vue national. En 63, la convention annuelle de Pittsburgh, le Pennsylvania Medical Society a rejeté une résolution qui a réinterdit les hypnotiseurs non professionnels. Et en 63, les membres de la société ont tenu une conférence conjointe avec l'Institut de recherche hypnotique, donc dans le Connecticut, et ont discuté de la possibilité d'obtenir une licence et un statut professionnel pour les hypnotiseurs. C'était le rêve de toute la vie de Dewey Devers, propriétaire du studio d'hypnose Dewey Devers. Il a consacré son temps et son énergie dessus. En 68, la société a présenté le projet pour délivrer des licences d'hypnotiseurs. Ce projet de loi est mort en commission. Le chapitre suivant traitera davantage des contributions de Bacchus dans la profession d'hypno. Donc on voit bien qu'il y a eu vraiment des luttes pour faire reconnaître l'hypnose au niveau national, mais déjà au niveau étatique. Pensez aux États-Unis, chaque État pense un peu individuellement, en mode État, en mode pays, et vont avoir leurs propres règles. Moi j'ai des potes qui sont au Texas et en Californie, qui ont dû changer d'État pour pratiquer. Parce que dans les 10 États, et je crois qu'au Texas, c'était d'avoir un Bachelor of Arts en psycho, à minima, pour pouvoir proposer de l'hypnose. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes ont utilisé le mot PNL, alors qu'ils faisaient clairement de l'hypnose, parce que c'était un moyen de pratiquer de l'hypnose sans tomber sous le coup de vous êtes des lay hypnotistes, et donc ça pose problème dans notre cheminement. Et on voit que ça a été compliqué, il y avait... comme on peut le voir, des pour, des contre, des possibilités, imaginez tout ce qui a pu se passer autour des discours et des dialogues qu'il y avait dans le monde de l'hypnose. On va parler de Theodore X. Barber. Donc, Barber, ça a été un grand de l'hypnose, il a rejoint l'équipe de la Fondation Motteville en 61, qui est donc à l'hôpital Stein. Il était directeur de recherche de la Fondation qui soutenait les chercheurs dans le domaine de la psychiatrie et de la psycho. Barber fut issu de la communauté scientifique, il a suivi pourtant, pareil que l'autre dont je vous avais parlé, le docteur Horn, il a suivi des cours d'hypnose de Rexton North, donc le fondateur de la NGH dans les années 50. C'est pourquoi son nom est mentionné dans ce livre. Bon, initialement critique et sceptique à l'égard de l'hypnose, Barber est reconnu pour avoir placé l'hypnose au cœur de la psychologie sociale. Donc on a quelqu'un qui en plus a développé énormément autour de ses connaissances parce qu'il a développé des techniques bien spécifiques dans l'hypnose. À l'aube des années 70, donc de nombreuses personnes s'intéressaient moins à l'hypnose qu'au cours des 2 décennies précédentes. Donc comme je vous avais dit sur la vidéo précédente, il y a vraiment eu des hauts et des bas dans la discipline aux US, comme en France, comme un peu partout. Et là, on arrivait vraiment à des moments où la pratique, vous allez voir, est un petit peu endormie. Il n'y a pas eu de grandes choses. Là, l'auteur va nous partager des feedbacks sur certains grands hypnos de ces périodes-là, dont on a déjà parlé précédemment, mais ça nous donne un petit peu cette compréhension qu'il y a eu vraiment des phases dans l'hypnose, et je le répète, mais aux US actuellement, on est dans une phase qui est en train de descendre. Je pense que ça va être la même chose en France d'ici très peu de temps. J'ai même l'impression déjà que c'est le cas, où il y a
il y a moins cet intérêt autour de l'hypnose. Et c'est bien parce que ça permet aussi de se renouveler, de repenser l'hypnose, de voir pas mal de choses. En plus avec les neuros qui viennent expliquer, donner plus de théories. Donc ça va peut-être pas changer grand-chose dans les pratiques dans les années à venir, mais au niveau des théories et des validations potentielles, il y a vraiment de belles choses qui vont se mettre en place. Donc, bon, il y avait encore des films qui a ravivé des doutes sur l'hypnose. Un film qui s'appelle On a Clean Day You Can See Forever. Donc ça présentait l'hypnose comme un moyen de découvrir des vies antérieures. Ce qui, vous imaginez bien, a pu plaire, hein, années 70, fin 60, entre 65 et 70, on sait très bien qu'il y a beaucoup de communautés qui se sont développées. Il y avait toute la mouvance New Age et beatnik qui s'est développée également, donc il y avait cette ambition et cette envie d'aller voir et d'explorer la psyché, en plus des psychédéliques qu'il pouvait y avoir autour de tout ça. Avant la fin de la décennie, Hollywood a produit plusieurs autres films qui présentaient l'hypnose de manière négative. Donc en gros, la combinaison Hollywood, église fondamentaliste, a contribué à décourager de nombreux membres du grand public qui a profité des bienfaits de l'hypnose au cours des années 70. Donc pendant cette décennie presque inactive pour l'hypnose, l'auteur en question disait qu'il s'était affilié à des groupes religieux qui interdisaient également à leurs membres de faire de l'expérience de l'hypnose. Donc on revient sur cette notion-là. Pour quelque raison que ce soit, leur affirmation était que la transe hypnotique ouvrirait l'esprit d'une personne aux influences démoniaques. Pour avoir pas mal de copains musulmans, quand je leur parlais justement de l'hypnose, ils me disent mais t'es sûr qu'on a le droit, parce que nous dans la religion ils disent qu'il peut y avoir des espèces d'entités, des scrolls qui pourraient venir pendant les trans hypnotiques, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit officiellement d'en pratiquer, ou en tout cas il y a du questionnement sur le sujet. Donc on avait exactement dans les églises chrétiennes les mêmes discours, et je pense que c'est à peu près dans toutes les religions. Certaines églises, ignorantes de la nature de l'hypnose, la classaient dans le domaine du piratage ou du paganisme, même si elle était facilitée par un médecin ou un psychologue. La profession de l'hypnose, certains hypnotiseurs et hypnothérapeutes accomplis de la communauté artistique ont contribué à maintenir l'intérêt du public, mais donc il y a eu une grosse chute. Là, on parle à nouveau de praticiens qui ont aidé pendant ces années-là. Donc on a Norbert Baccace, je vous en ai déjà parlé sur la précédente vidéo. D'ailleurs, même pas, je crois que je vous en ai parlé il y a quelques minutes, je sais plus vu que j'enchaîne les vidéos. Et donc du coup, lui, c'est celui qui s'est occupé des joueurs à l'époque. Donc en 71, ouais, alors ça on s'en fout complètement, il a voulu créer un syndicat. Alors ça c'était plutôt intéressant, un syndicat d'hypnotiseurs. Ça n'a pas été quelque chose de simple, mais il y est arrivé au bout d'un moment, et alors c'est ça qui est intéressant, parce que moi très souvent j'avais lu initialement que les personnes qui avaient réussi à faire créditer l'inscription du titre hypnothérapeute dans le dictionnaire professionnel des titres professionnels aux US, c'était Capaz et Gilboyne. Et là maintenant, on y rajoute Baccace, qui aurait peut-être été un des membres, et un autre qui s'appelle Krasner, Al Krasner. Donc on sait pas trop, c'est un des quatre, quoi. On sait que Boyne et Capaz ont bossé ensemble, donc il y a peut-être aussi grâce à du Baccace et à Krasner qu'il y a eu réellement la définition de l'hypnose qui était comme un titre professionnel aux US. On ne sait toujours pas à qui revient le mérite de cette réalisation, bien que Baccace ne soit pas mentionné dans cette... il reste activement impliqué dans le syndicat, donc lui il a vraiment bossé à ce niveau-là. On passe à Gilboyne, qui est certainement un des gars qui a été les plus connus dans les années 70-80 aux US. Et ouais, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 10 minutes. On verra ça plus
plus précisément dans la prochaine vidéo, où on va voir un peu ce qu'il a fait dans les années 70, ainsi que Capaz. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.